Chapitre 7 L'illustre bande. Dans les premiers jours de janvier 1643, année qui fut marquée par de nombreux événements, Jean-Baptiste parut devant son père et déclara que tous ses projets visant à l'enrôler dans la corporation des avocats étaient du délire pur et simple, que jamais de sa vie il ne serait notaire, qu'il n'avait pas l'intention de devenir un docte et surtout qu'il ne voulait pas entendre parler de commerce de tapisserie. Il irait là où l'attirait depuis son enfance sa vocation, c'est-à-dire qu'il serait acteur. Ma plume se refuse à dépeindre ce qui se passa dans la maison. Quand le père eut quelque peu repris ses esprits, il tenta néanmoins de dissuader son fils et lui dit tout ce que le devoir paternel lui ordonnait de dire, que la profession d'acteur est la plus méprisée de toutes les professions, que la Sainte Église rejette les acteurs de son sein, que seul un mendiant ou un vagabond peut en être réduit à cette extrémité. Le père menaçait, le père implorait. Va réfléchir, je t'en prie, et ensuite reviens me voir. Mais le fils refusa tout net de réfléchir à quoi que ce soit. Le père se précipita alors chez le curé et le supplia d'aller dissuader Jean-Baptiste de ses projets. Le serviteur de Dieu accéda à la prière de son honorable paroissien et vint parler au fils. Mais les résultats de ses efforts furent si étonnants qu'on osa à peine en parler. On assura dans Paris qu'après 2 heures de conversation avec un Jean-Baptiste déchaîné, le ministre du culte ôta sa soutane noire et alla s'enrôler dans la même troupe que lui. Je déclare tout net que ceci est peu vraisemblable. Pour autant que je sache, aucun prêtre ne se lança dans le théâtre vers cette époque, mais en revanche un certain Georges Pinel joua vraiment un étrange tour à Poquelin-Père. Ce Georges Pinel s'était un temps occupé, à la requête du père, d'apprendre à Jean-Baptiste la comptabilité commerciale. Par ailleurs, Pinel entretenait avec Poquelin des relations d'ordre financier, en ce sens qu'il lui empruntait de temps en temps de l'argent. Au désespoir et ne sachant plus que faire, Poquelin se tourna vers Pinel pour lui demander de détourner son ancien élève de ses projets. L'accommodant Pinel eut effectivement une conversation avec Jean-Baptiste, puis alla communiquer à Poquelin-Père les résultats de son entrevue. À ce qu'il rapporta, Jean-Baptiste l'avait tout à fait convaincu, de sorte que lui, Pinel, abandonnait définitivement la comptabilité pour se consacrer à la scène en compagnie du fils transfuge. 3 fois maudit soit ce vaurien de Pinel à qui j'avais en plus prêté 140 livres, dit le malheureux père pour saluer le départ de Pinel, et il rappela son fils. C'était un 6 janvier, jour mémorable dans la vie du père. « Alors tu n'as pas changé d'avis ?» demanda Poquelin. « Non, ma décision est irrévocable, » répondit le fils en qui coulait manifestement le sang des Cressay et non celui des Poquelin. « Dis-toi bien, dit le père, que je t'enlève le titre de valet de chambre du roi, tu dois me le rendre. Je me repens d'avoir écouté ton grand-père et de t'avoir fait donner de l'instruction. » L'inconscient et impétinent Jean-Baptiste répondit qu'il renonçait volontiers au titre et qu'il ne s'opposait pas à ce que le père le transmît à tel de ses autres fils qui lui plairait. Le père exigea une renonciation écrite et Jean-Baptiste signa sans balancer une minute ce papier qui, comme il apparut par la suite, n'avait aucune valeur et ne servit à rien. Puis le partage commença. Il revenait à Jean-Baptiste environ 5000 livres sur l'héritage maternel. Le père marchanda comme à la foire. Il ne voulait pas admettre que l'or pût s'écouler dans les bourses trouées de comédiens errants. Et il avait 3 fois raison. Bref, il remit à son fils 630 livres, et c'est avec cette somme que le fils quitta la maison paternelle. Il prit immédiatement le chemin de la place royale, le chemin d'une famille qui était infiniment chère à son cœur. Il s'agissait de la famille Béjart. Joseph Béjart, sieur de Belleville, petit fonctionnaire à l'administration centrale des eaux et forêts, vivait à Paris avec son épouse, née Marie Hervé, et avait 4 enfants. La famille était remarquable en ceci que tout le monde, à commencer par le sieur de Belleville lui-même, brûlait de la passion du théâtre. La fille Madeleine, que nous connaissons déjà, était une excellente actrice professionnelle. Le fils aîné, Joseph, et la fille Geneviève, qui, avec ses 19 ans, venait immédiatement en âge après Madeleine, non content de se produire dans des spectacles d'amateurs,
rêvait de fonder un théâtre. Le plus jeune fils, Louis, marchait naturellement sur les traces de ses aînés, et s'il n'avait pas encore fait de théâtre, c'était uniquement à cause de son jeune âge. Il avait environ 13 ans. Béjart Belleville encourageait vivement ses enfants dans leurs activités, d'autant qu'il avait lui-même tenté de se lancer dans la carrière théâtrale, et la mère aimante n'avait rien contre les inclinations de ses enfants. Jean-Baptiste eût difficilement pu se trouver en meilleure compagnie. Mais l'amour du théâtre n'était pas le seul lien entre Poquelin et les Béjart. Il ne fait pas de doute que Madeleine et Poquelin se connaissaient et s'aimaient déjà. Il faut ici noter que la famille Béjart se trouvait en voyage hors de Paris depuis la fin de l'année 1641 et n'avait regagné la capitale qu'à la date approximative où notre héros y était revenu, c'est-à-dire au début de l'année 1643. Donc, en janvier 1643, Poquelin entra avec l'argent de son héritage dans la maison des Béjart et la demeure de la place royale devint le centre d'une agitation inusitée. On vit apparaître chez les Béjart des jeunes gens d'allure douteuse, au sens théâtral, bientôt suivis par des acteurs professionnels expérimentés et déjà usés. Pinel était comme un poisson dans l'eau et étincelait de tous ses feux au milieu de cette bohème. Je jure que personne au monde ne se serait parvenu à faire ce qu'il fit. Il se présenta à Poquelin père et réussit à lui soutirer encore 200 livres pour son fils, sur le compte duquel il raconta des choses invraisemblables. On dit qu'il se conduisit avec le tapissier à la cour comme Scapin avec Géron dans la comédie de Molière. Tout est possible. L'affaire fut mûre l'été de l'année 1643. Le 30 juin, dans la demeure de la veuve Marie Hervé, le sieur de Belleville s'était éteint au mois de mars de cette même année, une convention solennelle fut conclue en présence de monsieur Maréchal, avocat au Parlement de Paris. L'acte annonçait qu'une compagnie de 10 personnes fondait un nouveau théâtre. Voilà où étaient passés les 630 livres ainsi que les 200 suivantes. De l'argent avait aussi été fourni par Madeleine, femme très économe, qui avait réussi à mettre de côté une somme confortable au cours de sa carrière artistique. Marie Hervé, qui aimait ses enfants à la folie, racla les fonds de tiroir et jeta également son capital dans l'entreprise. Les autres, à ce qu'il semble, n'avaient pas un sou vaillant et ne pouvaient apporter à la cause commune que leur énergie et leur talent. Quant à Pinel, il apportait son expérience de la vie. Sans modestie excessive, le groupe intitula le futur théâtre « Illustre Théâtre » et tous ceux qui y entrèrent se donnèrent le nom d'enfants de la famille. Ce qui peut donner à penser qu'entre les nouveaux serviteurs des muses régnait cette harmonie qui, selon Aristote, régit l'univers tout entier. Les enfants de la famille se composaient des 3 Béjart, Joseph, Madeleine et Geneviève, de 2 filles, Malingre et des Ursulis, d'un certain Germain Clérin, du jeune scribe Bonenfant, de l'acteur professionnel expérimenté Denis Bey, du déjà nommé Georges Pinel et enfin de l'ardent chef de file de la compagnie, notre Jean-Baptiste Poquelin. D'ailleurs, dès l'instant que fut créé l'illustre théâtre, Jean-Baptiste Poquelin cessa d'exister et à sa place parut Jean-Baptiste Molière. D'où vient ce nouveau nom, on ne le sait pas. Certains expliquent que Poquelin a utilisé un pseudonyme qui traînait dans les milieux du théâtre et de la musique, d'autres que Jean-Baptiste a repris le nom de Molière à une obscure localité. Certains disent que c'est le nom d'un écrivain mort en 1623. Quoi qu'il en soit, Poquelin devint Molière. Quand il apprit la chose, le père se contenta de faire un geste fataliste de la main et Georges Pinel, pour ne pas être en reste sur son fougueux ami, prit le nom de Georges Couture. La formation à Paris d'une nouvelle troupe fit grosse impression et les acteurs de l'hôtel de Bourgogne baptisèrent sur le champ les enfants de la famille « bande de l'octe ». La bande négligea de relever ce qualificatif peu amène et se mit à l'œuvre de la manière la plus énergique sous la direction de Molière et de Bey et de Madeleine pour la partie financière. Ils commencèrent par aller voir un certain monsieur Gallois du Mestaillère qui loua à la bande une salle de jeu de paume dont il était propriétaire et qu'il avait laissée dans un état d'abandon extrême situé près des fosses de Nesle. Ils conclurent avec Gallois un accord par lequel celui-ci s'engageait, conjointement avec les menuisiers, à remettre la salle en état et à y disposer une scène.
Ils trouvèrent 4 musiciens, Godard, Tisse, Lefebvre et Gaburet, offrirent 20 sols par jour à chacun d'eux et s'attaquèrent aux répétitions. Les enfants de la famille, qui avaient déjà préparé quelques pièces, ne voulurent pas perdre un temps précieux et, en attendant que la salle soit remise en état, s'entassèrent dans une charrette et partirent jouer la tragédie à la foire de Rouen. De là, ils adressèrent plusieurs lettres à Gallois pour le presser d'activer les travaux de réfection de la salle. Après quelques représentations qui rencontrèrent auprès de l'indulgent public de la foire un succès moyen, ils rentrèrent à Paris et conclurent un accord avec un homme absolument délicieux, Léonard Aubry, poseur de pavés de son métier, qui entreprit de disposer devant le théâtre un pavage somptueux. « Vous comprenez, monsieur Aubry, des carrosses vont venir ici, disait monsieur Molière en se frottant fiévreusement les mains. Il communiqua son inquiétude à monsieur Aubry et celui-ci se tira brillamment de sa tâche. Le pavé fut solide et beau. Et enfin, un soir de la nouvelle année 1644, le théâtre ouvrit avec une tragédie. Je n'ose raconter ce qui se passa ensuite. Je ne crois pas qu'aucun théâtre au monde ait jamais fait un pareil four. À l'issue des premières représentations, les acteurs des autres théâtres racontaient avec des mines épanouies que, dans le fossé de la Tour de Nesle, à l'illustre théâtre, à l'exception des parents des comédiens qui avaient des billets de faveur, il n'y avait pas un chat. Et hélas, ce n'était pas loin d'être la vérité. Les efforts de monsieur Aubry avaient été vains. Son pavé n'avait pas vu passer la moindre roue de carrosse. Tout avait commencé ainsi. Dans la paroisse voisine de Saint-Sulpice avait surgi un prédicateur qui, parallèlement aux représentations théâtrales, annonçait dans des causeries enflammées que le diable retiendrait dans ses griffes non seulement les comédiens maudits, mais aussi ceux qui iraient voir leur comédie. La nuit, Jean-Baptiste nourrissait des pensées féroces sur le plaisir qu'il aurait à couper le cou de ce prédicateur. Je dois dire ici à la décharge du prédicateur qu'il n'y était peut-être pour rien, à moins que ce ne fût sa faute si le médecin était incapable de guérir le bégaiement de Joseph Béjart, qui étonnait les emplois d'amants, ou si Molière lui-même bégayait en jouant les rôles tragiques. Dans l'humide et sombre salle, dégoulinante, les chandelles de suie brûlaient sur de méchants lustres de fer blanc, et le crin-crin des 4 violons n'évoquait nullement le tonnerre d'un grand orchestre. Les dramaturges illustres ne regardaient pas du côté de la Tour de Nesle, et quand bien même l'eussent-ils fait, comment le scribe Bonenfant eût-il pu à lui seul retransmettre leur monologue sonore? Et la situation empirait de jour en jour. Le public se conduisait de manière scandaleuse et se livrait à des plaisanteries sinistres, telles que pousser des jurons à voix haute au milieu de la représentation. Il y avait bien dans la troupe Madeleine, qui était une excellente actrice, mais elle ne pouvait à elle seule jouer tous les rôles de la tragédie. Admirable amie de Jean-Baptiste Molière, elle fit tout ce qu'elle put pour sauver l'illustre théâtre. Quand arriva à Paris, au sortir d'une période d'exil et de palpitantes aventures, son ancien amant le comte de Modène, Madeleine alla le voir, et celui-ci parvint à obtenir pour les infortunés de la Tour de Nesle le droit de s'intituler « Troupe de son Altesse Royale le Prince Gaston d'Orléans ». L'astucieux Molière se découvrit immédiatement les talents d'un véritable directeur de théâtre, engagea des danseurs et monta une série de ballets pour les chevaliers du prince. Mais les ballets laissèrent de glace les chevaliers. Alors, un soir, l'obstiné Jean-Baptiste annonça à Madeleine que tout le mal venait du répertoire et fit appel à Nicolas Desfontaines, acteur et dramaturge. « Il nous faut un répertoire étincelant », lui dit Molière, « illustre !» Desfontaines déclara à Molière qu'il l'avait bien compris et, avec une enviable promptitude, présenta au théâtre ses propres pièces. L'une d'elles s'appelait Perside, ou la suite de l'illustre Bassa, l'autre l'illustre Olympie, ou le Saint-Alexis, la troisième l'illustre Comédien, ou le Martyr de Saint-Genest. Mais le public parisien, manifestement ensorcelé par le prédicateur, ne se dérangea ni pour l'illustre Olympie, ni pour l'illustre Bassa. Une certaine consolation fut apportée par la tragédie de Tristan l'Hermite, Constantin le Grand, où le rôle d'Épicharis était magnifiquement interprété par Madeleine. Mais cela ne dura pas. Quand les économies de Madeleine furent épuisées, les enfants de la famille s'adressèrent à Marie Hervé, qui, pour la première fois, pleura
en voyant ses enfants et leur donna son dernier argent. Puis la bande tourna son regard vers les Halles et vers Jean-Baptiste père. Une scène très pénible se déroula dans la boutique. Quand on lui demanda de l'argent, Poquelin ne put d'abord prononcer une parole. Et, rendez-vous compte, il donna de l'argent. Je suis certain qu'on lui avait dépêché Pinel. Puis ce fut au tour de Gallois de venir demander au comédien s'il comptait ou non payer le loyer, avec prière de fournir une réponse catégorique. Il n'obtint pas de réponse catégorique. On lui donna une réponse évasive, pleine de serments et de promesses. « Alors déguerpissez !» s'écria Gallois, « vous et vos violons et vos actrices rousses !» Cette dernière parole était superflue puisqu'il n'y avait que Madeleine de rousse dans la troupe. « J'avais justement l'intention de quitter cette fosse répugnante !» cria Molière. Et la confrérie, sans jeter un regard en arrière sur l'épouvantable année qui venait de s'écouler, suivit son capitaine jusqu'au port Saint-Paul, dans une salle qui ressemblait trait pour trait à celle de M. Gallois. Cette salle s'appelait la Croix-Noire, et elle ne tarda pas à justifier son nom. Après que l'illustre troupe eut donné la pièce de Magnon Artaxerce, M. de Molière, qui était à juste titre considéré à Paris comme le chef de file de la bande, se retrouva en prison. Il était poursuivi par un usurier, un blanchisseur et un fournisseur de chandelles du nom d'Antoine Faussaire. C'étaient les chandelles de ce dernier qui dégoulinaient sur les croisées de M. Molière à l'illustre théâtre. Pinel courut chez Poquelin père. « Comment, vous ?» dit Jean-Baptiste Poquelin, suffocant. « Vous, c'est vous qui venez encore chez moi? Qu'est-ce que cela signifie ?» « Il est en prison, répliqua Pinel. Je ne vous en dirai pas davantage, monsieur Poquelin, il est en prison. Et Poquelin père donna de l'argent. Mais des créanciers se déclaraient de tous côtés et Jean-Baptiste Molière serait resté au cachot jusqu'à la fin de ses jours s'il n'y avait pas eu, pour se porter garant des dettes de l'illustre théâtre, Léonard Aubry, l'homme qui avait pavé de manière si magistrale et inutile l'entrée du premier théâtre de Molière. J'ignore quel filtre Georges Pinel fit boire à Léonard Aubry, mais le nom de celui-ci passera à la postérité. Une fois son chef sorti des verrous, la troupe de l'illustre théâtre tout entière fit à M. Aubry la promesse solennelle de payer au fur et à mesure les dettes dont il avait répondu. Avec le retour de son chef, la troupe reprit les représentations. Molière parvint à s'assurer la protection d'Henri de Guise, duc de Lorraine, qui fit magnanimement don à la troupe de sa fastueuse garde-robe. La confrérie revêtit les somptueux costumes et mit les rubans brodés d'or en gage chez les usuriers. Mais les rubans ne suffirent pas. La confrérie chancela. Les premiers signes de panique commencèrent à se manifester. Il fallut abandonner le port Saint-Paul et la sépulcrale Croix-Noire, emménagée dans une nouvelle salle. Celle-ci portait un nom radieux, la Croix-Blanche. Hélas, elle ne réussit pas mieux à la troupe que la Croix-Noire. Les premiers à partir, faute de pouvoir supporter les privations, furent Pinel, Bonenfant, puis Beyle. La pénible agonie de l'illustre théâtre se prolongea encore quelque temps. On vendit tout ce qu'il était possible de vendre, costumes, décors. À l'automne 1645, l'illustre théâtre cessa définitivement d'exister. C'était l'automne. Dans un petit appartement de la rue des Jardins Saint-Paul, au soir, à la lumière d'une bougie, une femme était assise. Devant elle, un homme, debout. 3 dures années, les dettes, les usuriers, la prison et l'humiliation l'avaient terriblement changé. Au coin de ses lèvres s'étaient déposés les plis sarcastiques de l'expérience, mais il suffisait de regarder attentivement son visage pour comprendre qu'aucun revers ne l'arrêterait jamais. Cet homme ne pouvait être ni notaire, ni avocat, ni marchand de meubles. Le jeune homme de 24 ans qui faisait face à Madeleine était un acteur professionnel endurci qui en avait vu de toutes les couleurs. Sur ses épaules flottaient les restes d'une veste du duc, et quand il marchait à travers la pièce, on entendait tinter dans ses poches ses derniers sous. Le chef déchu de l'illustre théâtre
alla à la fenêtre et proféra les malédictions les plus choisies à l'adresse de Paris et de tous ses faubourgs, de la Croix-Noire et de la Croix-Blanche et du Fossé de Nesle. Puis il traita de tous les noms le public parisien qui ne comprenait rien à l'art et ajouta qu'il n'y avait à Paris qu'un seul homme digne de ce nom, le paveur du roi, Léonard Aubry. Il continua longtemps encore à discourir sans recevoir de réponse et finit par demander au désespoir « Et maintenant je suppose que tu vas m'abandonner, toi aussi ? Après tout, tu peux tenter ta chance à l'hôtel de Bourgogne. » Et il ajouta que la troupe de l'hôtel était un ramassis de pandards. La rousse Madeleine écouta jusqu'au bout ces bêtises, en silence. Puis les amants commencèrent à chuchoter, et leur conciliabule dura jusqu'au matin. Mais ce qu'ils imaginèrent, nous ne le savons pas.